Derrière la façade extérieure de prospérité se cachent parfois des réalités inquiétantes. L'histoire de la famille Lisowski en est un exemple frappant. John, sa femme Sunam et leurs filles Victoria et Christina vivaient dans la ville d'Aurora, Illinois. John, un Américain de naissance, voyageait souvent en Corée pour affaires. C'est là qu'il rencontra Sunam Kwon. Après une brève relation, ils se marièrent en 1983 et déménagèrent aux États-Unis. Victoria rejoignit la famille en 1988 et peu après, Christina naquit. De l'extérieur, la famille semblait exemplaire, mais certains remarquaient la sévérité excessive de Sunam envers ses filles. Elle exigeait un comportement irréprochable et plus elle grandissait, plus la pression augmentait. John attribuait initialement cela aux particularités de l'éducation asiatique. Mais avec le temps, il commença à comprendre que la situation dépassait les bornes. Sunam introduisait constamment de nouvelles règles et exigeait leur strict respect. Les filles avaient l'interdiction de discuter des affaires familiales avec qui que ce soit. Chez leurs amis, elles voyaient une relation très différente entre parents et enfants, chaleureuse et attentionnée, contrairement à la désapprobation constante à la maison. La mère décidait seule de ce dont les filles devaient s'occuper. Elle les forçait à prendre des cours de piano, bien qu'elle-même ne maîtrisait pas l'instrument. Les week-ends, elle les réveillait à 6 heures du matin pour s'exercer, comptait la mesure et imposait des sanctions sévères pour les moindres erreurs. Elle ne connaissait pas les éloges, même pour d'excellentes performances. Plus tard, Sunam utilisait la baguette en bois non seulement pendant les cours de musique, mais aussi pour d'autres infractions, y compris le moindre écart par rapport à la posture parfaite. John ne partageait pas les méthodes éducatives de sa femme, mais elle justifiait son approche par les résultats. Les sœurs réalisaient effectivement des succès au piano, participaient à des concours et gagnaient des prix. Cependant, cela ne leur apportait aucune joie. Les cours de musique devinrent pour elle une lourde obligation. Chaque victoire dont la mère était si fière se terminait par des larmes silencieuses. Sunam pouvait convaincre son mari que ces méthodes strictes étaient la seule façon d'éduquer des musiciens talentueux. Bien que ces paroles semblaient logiques, il était difficile pour le père d'observer ce qui se passait. Sunam avait un tempérament colérique et perdait facilement son sang-froid. Dans ces moments-là, son comportement suscitait de sérieuses inquiétudes. L'atmosphère à la maison devint oppressante. Même le chef de famille ressentait une tension constante en présence de sa femme. Sunam prit le contrôle total de la vie familiale et prenait toutes les décisions seule. Elle aimait agir comme arbitre même dans les petits différends. Un jour, à la fin de l'année scolaire, un conflit éclata entre les sœurs. Une différence d'opinion mineure dans cette atmosphère tendue se transforma rapidement en un problème sérieux. La mère intervint, sans aborder le cœur du problème. Elle exigea des excuses mutuelles. Christina accepta, mais Victoria, épuisée par la pression constante, refusa. Pour Sunam, c'était un défi. Auparavant, personne dans la famille n'avait osé la contredire. Sans penser aux sentiments des enfants, elle montra une dureté particulière envers sa fille cadette. Victoria, qui ne comprenait pas ce qui se passait, supplia sa mère d'arrêter. Sunam ne s'arrêta que lorsqu'elle le voulut elle-même. Après cela, elle utilisa l'incident comme moyen de manipulation et menaça de recommencer si la fille aînée désobéissait. Puis, ce fut au tour de Victoria. De tels incidents devinrent réguliers, bien que Sunam essaya de procéder avec précaution et d'éviter les traces visibles. Le père de famille, John, était souvent absent de la maison à cause de son travail. La relation avec sa femme était si difficile qu'il essayait d'être le moins possible dans l'appartement. Cela l'empêchait de participer pleinement à la vie de ses filles. Il semblait que son propre bien-être le préoccupait davantage face au caractère difficile de sa femme.
Sanam montrait un comportement agressif envers les membres de la famille. Pendant que son mari travaillait dans le calme bureau, elle déchargeait son énergie négative sur les enfants. Beaucoup remarquaient que quelque chose n'allait pas dans cette famille, mais les filles se taisaient par peur de la réaction de leur mère. Un jour, alors que Victoria était chez une amie après l'école, elle fut appelée d'urgence à la maison. En s'approchant de la maison, elle vit son père en conversation avec la police. Son visage montrait des traces d'un incident, mais l'homme assura aux forces de l'ordre qu'il était simplement tombé malencontreusement. Victoria connaissait la vraie raison. Il s'avéra que John, après le premier incident avec les enfants, avait essayé de les défendre. En réponse, Sanam montra un comportement agressif et menaça avec des objets tranchants. Depuis lors, le mari n'osa plus la contredire par souci pour sa sécurité. Sanam avait la famille totalement sous son contrôle. Tous essayaient de se tenir à l'écart d'elle. John se consacra à sa carrière et devint directeur d'une entreprise d'équipement de télécommunications. Il était souvent en voyage d'affaires. Les enfants aussi essayaient de passer plus de temps à l'école ou chez des amis. Probablement, l'homme cherchait un moyen de changer la situation, mais avait peur de demander de l'aide. La vie familiale des Lisowski devint un cauchemar. Cela continua pendant que les filles fréquentèrent le lycée et la distance entre les époux s'agrandissait. Le père essayait de passer plus de temps au travail. Il prenait des quarts supplémentaires, partait avant le réveil de la famille et ne revenait qu'après que tous étaient endormis. Malheureusement, Victoria et Christina n'avaient à peu pas cette possibilité. Elles restaient à la maison avec leur mère imprévisible. Sanam comprit l'intention de son mari d'éviter la maison. Ce fut un choc sévère pour elle. Pendant cette période, son comportement envers ses filles devint particulièrement inapproprié. Quand l'été chaud arriva, la situation s'intensifia davantage. Après une autre dispute entre les sœurs, Sanam les enferma dans le garage étouffant et sombre et les força à garder les mains en l'air. Après quelques heures, elle vit leur état. Mais au lieu d'aider, elle ferma simplement la porte et partit faire des courses. Les sœurs souffraient de la chaleur, mais n'osèrent pas quitter le garage, par peur d'un plus grand mécontentement de leur mère. Pendant cette période, Sanam semblait ne plus se soucier de ce que les autres pensaient. Elle commença à conduire dangereusement et à provoquer des situations risquées. Une fois, elle conduisit si brusquement que Victoria et Christina heurtèrent les portières. Elles ne comprenaient pas les raisons de ce comportement. Les passants remarquaient son état étrange. Aux questions, elle répondait qu'elle devait emmener rapidement ses filles au bus car elles étaient en retard. Des témoins rapportèrent son comportement frappant. À l'école, elle se calmait soudainement, comme si rien ne s'était passé. Probablement, elle se maîtrisait devant les gens qui connaissaient bien la famille. Pourtant, même les enseignants et les autres parents commencèrent à remarquer son état instable, bien que l'ampleur réelle du problème restât cachée. Sanam causait aussi des difficultés financières. Elle voulait faire étalage de richesses, mais ne travaillait pas elle-même et dépendait du salaire de son mari et des crédits. La situation devint critique lorsque la famille fut menacée d'expulsion pour des dettes de loyer et d'hypothèque. Mais même cela ne l'arrêta pas. Sanam continuait à mener un style de vie extravagant et à acheter des choses coûteuses. Plus John se retirait, plus elle passait de temps dans les clubs chics de la ville. Cela causait un mécontentement considérable chez son mari. Il apprit la situation trop tard, lorsque des dettes considérables s'étaient déjà accumulées, que sa femme ignorait tout en dépensant de l'argent pour le luxe. La banque menaçait de saisie. La situation était aggravée par le fait que John évitait tout contact avec Sanam. Son comportement devenait de plus en plus irresponsable. Elle laissait les filles sans surveillance pendant qu'elle s'amusait dans les clubs et que John était au travail. Étrangement, cela détendait un peu l'atmosphère à la maison. Au moins,
Les enfants n'étaient pas sous la pression constante de leur mère irritée. Cependant, la situation ne changeait pas à son retour. Lorsque la menace d'expulsion devint réelle, John décida de parler à sa femme. Sanam se mit immédiatement en colère et l'échange de mots escalada en conflit. Après avoir frappé son mari plusieurs fois, il essaya de la calmer en tenant simplement ses mains, ce qui laissa des traces. Quand elle les vit, Sanam alla à la police et accusa son mari de conflit domestique. Elle présenta les événements de manière déformée et présenta John comme l'agresseur. Victoria, cependant, qui avait été témoin de l'incident, raconta la vérité. La police, confrontée à des versions contradictoires, décida de ne pas intervenir. Après cela, rien ne changea. Quand John apprit de nouvelles dépenses, il bloqua sa carte bancaire et essaya d'en discuter au téléphone. Sa femme continuait à nier l'évidence, ce qui ne fit que renforcer sa détermination. Il ne pouvait pas imaginer les conséquences auxquelles cette action apparemment raisonnable mènerait. Au moment où Sanam découvrit le blocage des comptes bancaires, John travaillait dans son bureau à la maison. Elle fit irruption avec un ustensile de cuisine et le força sous la pression à débloquer les cartes. Leurs enfants furent témoins involontaires de cette scène tendue. Après cet incident, John commença à partir plus souvent en voyage d'affaires et à s'immerger dans le travail pour éviter sa femme autant que possible. Il devait beaucoup travailler pour couvrir les dépenses profamiliales. À l'automne 2002, son travail le conduisit en Chine. Bien que la famille attendait son retour pour les fêtes, les plans changèrent. Pendant le voyage, John rencontra une autre femme et tomba amoureux d'elle. Depuis lors, il trouvait toujours de nouvelles raisons pour des voyages d'affaires en Chine et y passait de plus en plus de temps. Les pensées de séparation d'avec sa femme devenaient de plus en plus fortes. Le 5 septembre 2002, il envoya un email à Sanam avec l'intention de divorcer. Malgré sa longue absence de la maison, il prévoyait maintenant d'emmener les filles en Chine avec sa nouvelle élue. John avait un avantage considérable, un revenu stable que Sanam n'avait pas. La vie soigneusement construite qu'elle essayait de maintenir dans un état parfait commençait à s'effriter. Elle risquait de perdre non seulement la stabilité financière, mais aussi la garde des enfants. Sanam réalisa que son prétendu contrôle sur sa famille n'était qu'une illusion. À cause de sa pression, John la quittait pour une autre. Quand elle appela son mari, la conversation dégénéra en une dispute émotionnelle sur des questions personnelles. La nouvelle du divorce fut un choc pour elle. John confirma ses plans et dit qu'il entamerait la procédure après son retour du voyage d'affaires. Dans un accès de colère, Sanam jeta le téléphone à Victoria et affirma que son père prévoyait de les emmener, elle et sa sœur, en Chine. La fille aînée prit le combiné et soutint cette idée, arguant qu'il était devenu impossible de rester avec leur mère. Victoria exprima le désir de quitter rapidement la maison et d'attendre l'arrivée de son père. Ces mots touchèrent visiblement Sanam. À Noël 2002, John revint de son voyage. Pour la famille commença une période inhabituelle. Malgré la rupture évidente, tous sauf Sanam étaient de bonne humeur. Étonnamment, elle ne montrait pas d'agressivité, ce qui inquiétait les filles. John se réjouissait du calme et croyait que sa femme avait changé son comportement. Au lieu d'une dispute, Sanam l'accueillit, transformée. Elle avait préparé des cadeaux, dressé la table de fête, s'était habillée élégamment et avait décoré la maison. Pendant le dîner, elle servait aimablement les boissons et créait une atmosphère chaleureuse. Après avoir distribué les verres, Sanam alla chercher d'autres plats. En regardant de plus près, les enfants remarquèrent un étrange dépôt blanc. Les enfants remarquèrent que quelque chose n'allait pas et firent semblant de boire. Mais en réalité, ils ne firent que tremper leurs lèvres. Dès que la mère partit, ils se débarrassèrent du contenu de leur verre. Leur père John, cependant, but tout
et devint bientôt visiblement somnolent. Il partagea sa fatigue et monta dans la chambre. Les enfants essayèrent de le convaincre de dormir à l'hôtel, car il ressentait une grande inquiétude. Mais ils n'y parvinrent pas. John tomba simplement sur le lit et perdit conscience. Bien qu'ils aient à peine goûté la boisson, ils devinrent aussi somnolents. Le matin du 25 décembre 2002, vers 8 heures, Christina et Victoria se réveillèrent et se sentaient mal. Elles pouvaient à peine se souvenir comment elles étaient arrivées dans leur lit. La sœur aînée soupçonnait que la mère leur avait administré des somnifères à tous, bien que les raisons de cette action restassent mystérieuses. Le fait qu'elles se soient réveillées leur apparaissait déjà comme un événement heureux, tant la situation était tendue dans la famille Lisowski. Les sœurs voulaient descendre pour souhaiter joyeux Noël à tous, quand soudain, elles entendirent des bruits étranges venant du rez-de-chaussée. Plusieurs détonations aiguës. À ce moment, Sana se glissa silencieusement dans le bureau où se trouvait John. Il y eut plusieurs détonations. Puis la femme monta à la chambre de ses filles. Debout dans la porte, elle commença à recharger l'objet dans ses mains. Sana demanda pardon, dit qu'elle n'avait pas le choix et pointa l'arme sur Victoria. Christina, paralysée par le choc à la vue de ce qui se passait, reprit ses esprits de façon inattendue. Au moment critique, lorsque Sana s'arrêta, Christina réussit à saisir le téléphone et à composer le numéro d'urgence. Elle informa le dispatcher de l'incident et de l'adresse, après quoi on entendit de fortes détonations sur la ligne. Christina s'enfuit dans une cachette pour échapper à la poursuite. Comme par miracle, elle réussit à atteindre la chambre de sa sœur Victoria. Un moment auparavant, Sana avait tiré et Christina subit plusieurs blessures, mais parvint à se mettre en sécurité. Christina s'enferma de l'intérieur et espéra de l'aide. Les policiers arrivèrent en quelques minutes. À l'entrée, ils entendirent un cri de femme agitée et plusieurs détonations. Puis, ce fut le silence. Les forces de l'ordre entrèrent prudemment dans la maison. Au rez-de-chaussée, ils trouvèrent John blessé à son bureau. Au premier étage se trouvait Sana avec des blessures graves. Derrière la porte fermée, ils trouvèrent Christina et Victoria. Malheureusement, John ne survécut pas. Victoria subit 5 blessures. Christina 3. Sana s'infligea 2 blessures et perdit conscience. Les blessés furent transportés d'urgence à l'hôpital. Les sœurs furent traitées dans différents services. Malgré la gravité de l'incident, ce fut un soulagement pour les jeunes femmes. Leurs épreuves étaient terminées. Lorsque leur état s'améliora, la police leur parla des événements. Sana était dans un état critique, mais cela n'inquiétait presque personne. Les sœurs montrèrent une indifférence étonnante envers le sort de leur mère. Victoria exprima ouvertement son indifférence, et Christina, bien que plus réservée, ne montra pas non plus d'inquiétude particulière. Désormais, elles ne se souciaient plus que l'une de l'autre. L'enquête révéla que les événements avaient commencé le 5 septembre 2002. Après avoir reçu la nouvelle du divorce imminent de son mari, Sanam demanda immédiatement un permis d'armes. Quelques mois plus tard, le 17 décembre, une semaine avant le retour de John de son voyage d'affaires, elle acheta un revolver Colt Cobra. La femme s'exerçait régulièrement au tir, ce qui indiquait une préparation minutieuse. Elle parlait souvent à ses connaissances de son aversion pour son mari et mentionnait même ses intentions. Mais personne ne prenait ses paroles au sérieux. Grâce à la fermeté des jeunes femmes qui avaient survécu à des années de vie difficiles avec une mère instable, les enquêteurs obtinrent des témoignages importants. Leurs rapports devinrent des éléments clés de l'affaire et ébranlèrent même les enquêteurs expérimentés. Il était difficile de croire qu'une famille apparemment intacte était sous l'emprise d'une personne à la psyché instable. La défense insista sur l'irresponsabilité de l'accusé. Depuis le début du procès,
Sanam affirmait que John était encore en Chine. Sur ordre du tribunal, elle se soumit à un examen psychiatrique qui la déclara apte à être jugée. L'accusation prouva que ses actions étaient soigneusement planifiées. Le tribunal reconnut Sanam coupable d'actions délibérées contre sa famille. Elle fut condamnée à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 45 ans. Les sœurs allèrent vivre chez des parents du côté paternel. Pendant son séjour en prison, Sanam montra un comportement instable et rejeta toutes les accusations. Ce n'est qu'en 2008 qu'elle admit finalement sa participation à l'incident. Selon ses dires, elle ne pouvait pas supporter que son mari la quitte pour une autre femme et qu'un divorce soit possible. L'idée que ses filles soient élevées par une autre femme lui était insupportable. La même année 2008, l'histoire de Sanam se termina en prison. Ses filles lui envoyèrent une fois une lettre exprimant leur espoir d'une future rencontre. Malheureusement, cette rencontre ne fut pas destinée à avoir lieu. Beaucoup croient qu'on est protégé par l'attention publique lorsqu'on est entouré d'autres personnes. Les statistiques confirment cette théorie. Cependant, il ne faut pas oublier que les malfaiteurs peuvent utiliser différentes astuces pour attirer quelqu'un dans un endroit isolé. C'est pourquoi il est important de rester vigilant, même dans les lieux fréquentés. Dans la pittoresque Andria, une ville italienne d'environ 100 000 habitants, l'histoire de la famille locale Mansi a attiré l'attention publique. La ville était célèbre pour son patrimoine historique, particulièrement pour le majestueux château Castel del Monte, qui attirait quotidiennement de nombreux voyageurs. Pour les habitants, le tourisme était devenu la principale source de revenus. Près du célèbre château vivait la famille Mansi, les parents et leur unique fille tant attendue, Graziella. Ces 10 dernières années, la famille possédait une petite boutique, idéalement située sur le chemin de la porte principale du château. Ils y proposaient des noix et des fruits secs aux touristes. Le commerce marchait bien. Graziella, malgré son âge, aidait souvent dans l'entreprise familiale, ce qui réjouissait beaucoup ses parents. Dans la rue touristique animée, il y avait toujours beaucoup de visiteurs, et les mains supplémentaires étaient très bienvenues. La jeune femme participait avec joie à l'entreprise commune et attirait les clients par sa gentillesse et son énergie. Le samedi 19 août 2000 ne différait pas des week-ends ordinaires avec leur affluence maximale de touristes. Ces jours-là, le grand-père de Graziella était souvent derrière le comptoir. La petite fille aimait lui tenir compagnie et effectuer de petites commissions. En raison du flux constant de visiteurs, le grand-père pouvait rarement quitter la boutique. Vers 7 heures du soir, le vieil homme fatigué demanda à sa petite fille d'aller à la fontaine remplir une petite bouteille d'eau. Graziella accepta volontiers et se dirigea vers la fontaine, qui n'était qu'à 5 minutes de distance. Le temps passait, mais Graziella ne revenait pas. Le grand-père commença à s'inquiéter, bien qu'au début il se soit rassuré en pensant que sa petite fille avait pu rencontrer des connaissances et être en train de discuter. Cependant, lorsque plus de 20 minutes s'écoulèrent et que Graziella, qui était toujours ponctuelle, n'apparut pas, l'homme s'inquiéta sérieusement. Il décida de vérifier la situation et alla à la fontaine. À sa surprise et son inquiétude, Graziella n'était ni là, ni dans les rues voisines, qu'il parcourut minutieusement à la recherche de sa petite fille. La situation devenait de plus en plus tendue. Lorsque le grand-père est retourné au magasin dans l'espoir de trouver Graziella, il a constaté qu'elle n'était toujours pas apparue. Elle aurait pu prendre un autre chemin, mais elle n'était visible nulle part. Après environ 30 minutes, il a contacté le fils et la mère, commençant à appeler tous les amis et connaissances dont il avait noté les numéros. Les parents ont également appelé tous ceux qu'ils pouvaient joindre, mais personne ne l'avait vu. Bientôt, toute la famille
et certains amis de Graziella se sont rassemblés au magasin Mansi sur la place. Sans perdre de temps, adultes et jeunes ont organisé des groupes de recherche. Leur activité a attiré l'attention des passants et des touristes, dont beaucoup se sont immédiatement joints à la recherche. Les proches ont apporté une photo de Graziella et l'ont montrée aux passants. Certains ont confirmé l'avoir vue pendant la journée et la soirée. Cependant, personne ne pouvait dire où elle était allée ou ce qui aurait pu se passer. La zone était considérée comme calme. Les incidents y étaient rares. Il semblait inconcevable que quelque chose puisse arriver dans un endroit si animé. Après plusieurs heures de recherche infructueuses, la famille Mansi s'est tournée vers la police locale. Les agents se sont immédiatement joints à la recherche. Après un certain temps, un résident s'est approché d'un des policiers en patrouille avec des informations inquiétantes. Il avait entendu un cri provenant de la zone boisée près du château Castel del Monte. 2 carabiniers se sont dirigés dans la direction indiquée et ont remarqué de la fumée qui s'élevait du centre de la plantation. Au début, ils n'ont pas fait le lien avec la disparition, mais ont décidé de vérifier la source du feu et d'évaluer la nécessité d'appeler les pompiers. Lorsqu'ils se sont approchés à environ 10 mètres de l'endroit, les policiers ont perçu une odeur inhabituelle. Le foyer de l'incendie semblait étrange. Sous une couche de feuilles sèches, ils ont remarqué quelque chose d'inquiétant. En raison de la taille et des vêtements, qui correspondaient à la description de la tenue de Graziella, les policiers ont dû reconnaître avec un cœur lourd que leur pire soupçon s'était confirmé. Lorsqu'ils ont découvert la scène du crime, il était déjà trop tard pour changer quoi que ce soit. Lors de l'examen de la zone forestière, les enquêteurs ont découvert plusieurs fragments de vêtements et un dispositif d'incendie, la source présumée du feu. Aucune autre trace des auteurs n'a été trouvée. Un examen plus approfondi du terrain était nécessaire. Les autorités espéraient également obtenir des enregistrements des caméras de surveillance installées près du château. L'examen médical a confirmé l'identité de la personne trouvée. C'était Graziella Mansi. Les spécialistes n'ont pas pu répondre de manière exhaustive à toutes les questions de l'enquête et de la famille. L'État a compliqué l'enquête. Cependant, l'expertise a confirmé le caractère intentionnel de l'incident. L'information sur cet incident s'est propagée rapidement à travers les canaux d'information. Le lendemain, les représentants de la presse ont littéralement assiégé la maison de la famille Mansi. Lorsque les proches ont été informés de ce qui s'était passé, ils ont d'abord refusé de croire qu'il s'agissait de Graziella. Cette affaire inexplicable a tellement choqué les résidents que tout le district était en état de choc. Les médias ont intensément couvert l'incident près du célèbre château. La société était troublée par ce qui s'était passé. Le flux touristique a considérablement diminué. Les visiteurs considéraient la zone comme dangereuse et évitaient l'attraction, ce qui a eu un impact négatif sur le secteur touristique d'Andria. Les enquêteurs ont agi rapidement. La police s'est activement impliquée dans le travail dès les premières heures. La version principale était qu'un auteur avait conduit Graziella du sentier de randonnée vers un endroit désert et avait ensuite allumé un feu pour effacer les traces. Dans l'entourage de Graziella, il ne pouvait évidemment pas y avoir d'adversaire sérieux, donc on cherchait une personne adulte. L'enquête a suivi plusieurs pistes. D'abord, on a vérifié les listes des personnes ayant un passé criminel qui pouvaient se trouver dans la région. Cependant, cette piste d'enquête a progressivement perdu de son importance. On a même examiné les données touristiques. On soupçonnait que l'auteur pourrait être un voyageur qui choisissait des passants au hasard. Avec le temps, cette version est aussi devenue de moins en moins probable. Lors de l'interrogatoire des témoins, amis et connaissances de la famille Mansi, le nom de Pasquale Tartoro était mentionné de plus en plus fréquemment. Ce jeune homme de 20 ans était connu dans toute la région. Il travaillait officieusement comme gardien de parking dans la rue où se trouvait le magasin de la famille Mansi.
Beaucoup ont remarqué le comportement étrange de Pasquale. Depuis que Graziella aidait dans le magasin de ses proches, il l'observait constamment. Son regard inquiétait l'entourage. Plusieurs témoins ont souligné cette circonstance, ce qui a attiré l'attention particulière des enquêteurs. Les conversations des autorités avec les amis de Pasquale ont confirmé les soupçons inquiétants. La question s'est posée. Pasquale pourrait-il être un harceleur obsessionnel ? Les proches ont catégoriquement rejeté cette possibilité. Selon eux, il a grandi dans une famille protégée et n'a jamais eu de conflit avec la loi. Du moins, jusqu'à cette soirée fatidique à Castel del Monte. Malgré les assurances de ses proches, Pasquale est devenu le personnage principal de l'affaire. Lors de la rencontre avec les enquêteurs, les soupçons n'ont fait que s'intensifier. Son t-shirt était taché de marques rouges foncées suspectes et de terre, comme s'il avait longtemps creusé dans le sol. Sur son visage, on pouvait voir des traces de résistance. Les enquêteurs ont noté que les griffures étaient superficielles, comme si elles avaient été laissées par des doigts délicats. Pasquale a nié sa participation à la disparition d'une personne. Plus les conversations avec les enquêteurs duraient, plus sa version des événements changeait fréquemment. Après plusieurs heures au poste de police, Pasquale a commencé à céder. Les enquêteurs ont été particulièrement préoccupés par sa remarque sur la beauté de Graziella. C'est ainsi qu'il parlait de l'étudiante. Il y avait de nombreuses incohérences dans les récits du suspect, qui tentait manifestement de cacher quelque chose à la police. Dans une version, Pasquale a affirmé qu'il était par hasard dans cette forêt, lors d'une promenade, où il a vu une personne immobile. Effrayé, il s'est enfui, et peu après la police est arrivée. Plus tard, son histoire s'est enrichie de nouveaux détails. Il a raconté comment il avait rencontré Graziella au puits où elle était venue chercher de l'eau. Elle n'avait pas peur de lui, l'avait souvent vu auparavant. Jusqu'à ce jour, il était toujours apparu calme et approprié. Pasquale a avoué l'avoir attiré dans la forêt avec une histoire de chiot qui serait né récemment d'un chien local. Lorsqu'il a finalement été démasqué, il a avoué l'incident et a affirmé qu'il voulait effacer les traces. Le jeune homme a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'autre motif et a décrit l'événement comme un jeu qui a échappé à tout contrôle. Les médias ont activement couvert chaque détail de l'incident, ajoutant des rumeurs et des détails non vérifiés. Cela a créé de la confusion. Les véritables motifs de l'auteur sont restés obscurs. L'histoire avec les déclarations de Pasquale a pris un tournant inattendu. Les autorités ont tenté d'obtenir une version crédible des événements. Son histoire contenait de nombreuses incohérences, des contradictions évidentes avec les preuves trouvées. Bien qu'il ait partagé les détails des événements et d'autres informations importantes avec les carabinieri, de nombreuses questions clés sur l'incident et ses causes sont restées sans réponse. Il a été établi que l'incendie a commencé vers 22 heures, mais la disparition avait été remarquée presque 3 heures auparavant. Que s'est-il passé pendant tout ce temps ? Pasquale a expliqué ses actions en disant qu'il avait entendu des voix. Des gens passaient près de la forêt. Il pensait que la recherche de la personne disparue avait commencé. Le rapport de l'expert médical a suscité une inquiétude particulière. Selon lui, Graziella Mansi était consciente au moment de l'incendie. Les carabinieri ont continué à travailler avec le suspect. Des questions se sont posées sur la raison pour laquelle il n'avait que des égratignures insignifiantes dans ces circonstances. Des doutes sont apparus sur le fait qu'il agissait seul. Il y avait peut-être d'autres personnes impliquées. Il a été décidé de procéder à un nouvel interrogatoire. Finalement, Pasquale a accepté de coopérer avec les enquêteurs et de dire la vérité qu'il avait précédemment cachée par peur. Selon ses paroles, il n'a pas emmené Graziella dans la forêt de sa propre initiative. Un groupe de jeunes hommes âgés de 18 à 20 ans l'y a forcé. Dans la forêt attendaient Giuseppe Di Bari, Vincenzo Caratello, Domenico Margiotto et Michele Zagaria.
Pasquale a affirmé qu'il n'y avait initialement pas d'autres intentions. Il avait eu un conflit avec ces jeunes hommes dans lequel il avait perdu. En compensation, les connaissances ont exigé d'amener Graziella dans la forêt, ce qu'il a fait. Les 4 jeunes hommes ont retenu Graziella pendant plusieurs heures. Quand ils ont entendu les cris de recherche, ils ont eu peur des conséquences. Le groupe a décidé de cacher les traces de l'incident. Ils n'avaient pas de matériaux appropriés pour effacer les preuves. Quand Graziella a repris conscience et a commencé à crier, les jeunes hommes ont paniqué et ont tenté d'utiliser la violence. Finalement, ils l'ont couverte de feuilles et ont essayé de réfléchir à comment cacher leurs actions. Après quoi, ils ont décidé d'utiliser un dispositif incendiaire. Tous les impliqués avaient entre 18 et 20 ans. Comme il s'est avéré, les jeunes hommes venaient de familles aisées et non d'un environnement problématique, ce qui rendait leur acte encore plus incompréhensible. Les connaissances les décrivaient comme des jeunes gens équilibrés et raisonnables qui n'avaient jamais montré d'agressivité ou de tendance à enfreindre la loi. Un seul d'entre eux avait eu de petits problèmes avec la loi dans le passé, un vol mineur. Après les déclarations de Pasquale, les autorités ont rapidement arrêté tout le groupe. La nouvelle a choqué toute l'Italie et a reçu une large attention médiatique. Depuis leur arrestation, les suspects ont nié toute implication dans la disparition de Graziella et ont assuré ne pas comprendre les raisons de l'intérêt des autorités pour eux. Cependant, les enquêteurs étaient déterminés à poursuivre leur travail jusqu'à ce qu'ils aient reconstitué le tableau complet des événements de cette nuit dans la forêt. Lors de l'examen de ces jeunes hommes, les enquêteurs, contrairement à Pasquale, n'ont trouvé aucune trace visible de l'incident. Leurs vêtements étaient par état propre et ils ne présentaient aucune blessure. Les perquisitions de leur domicile n'ont donné aucun résultat. Rien de suspect n'a été trouvé. Lors des interrogatoires, ils ont fermement insisté sur leur innocence, mais ont confirmé que Pasquale Tartoro nourrissait effectivement des sentiments étranges pour Graziella. Malgré de longues conversations avec les enquêteurs, aucun d'entre eux n'a changé sa déclaration. À ce stade, ils ont été libérés, mais sont restés sous surveillance en tant que suspects. Un détail intéressant est apparu plus tard. Ces 4 jeunes hommes étaient là parmi ceux qui portaient le cercueil cérémoniel lors des adieux à Graziella. Cela s'est produit avant même que Pasquale ne fasse sa déclaration. Des témoins ont rapporté que les jeunes hommes montrèrent des émotions sincères, comme s'ils ressentaient une profonde tristesse. Lors des interrogatoires, ils ont expliqué leur réaction en disant qu'ils connaissaient Graziella, bien que pas intimement, mais ils la voyaient souvent dans l'entreprise familiale des Mansi. Les enquêteurs ont développé la théorie que la présence des 4 à la cérémonie n'était pas une coïncidence. Malgré l'absence de liens étroits avec la famille, ils auraient pu ressentir un malaise intérieur ou tenter de comprendre jusqu'où l'enquête avait progressé et s'il y avait des soupçons contre eux. La cérémonie a rassemblé presque toute la ville. Même quelques touristes sont venus. Dans une telle foule, 4 jeunes hommes émotifs n'ont pas attiré d'attention particulière. Lorsqu'on leur a demandé de revenir au poste, chacun a été interrogé individuellement. Vincenzo et Giuseppe ont affirmé avoir un alibi. Ils ont expliqué qu'ils se trouvaient au club de jeu local vers 19h le jour de la disparition. Michel et Domenico, en revanche, ont refusé de parler aux enquêteurs et ont exigé la présence d'avocats. Ce comportement n'a fait qu'intensifier l'intérêt des forces de l'ordre pour ces personnes. Les enquêteurs ont commencé à vérifier les alibis de Vincenzo et Giuseppe. Leur présence a été confirmée au club informatique, mais seulement pendant la première heure. La localisation ultérieure des amis est restée inconnue, ce qui a soulevé des questions auprès des autorités d'enquête. L'affaire a pris un tournant inattendu lorsque Michel et Domenico ont décidé de raconter leur version des événements. Leur histoire correspondait largement aux déclarations de Pasquale Tartoro. Selon leur dire, les amis se sont retrouvés dans la forêt le soir, soi-disant pour un jeu.
Au moment de leur arrivée, tout le groupe était déjà sur place. Pasquale devait amener Graziella. Les autres participants se sont cachés derrière des arbres et ont attendu son apparition. Jusqu'à la forêt, ils ont mis entre 15 et 20 minutes. À ce moment-là, le grand-père avait probablement déjà commencé à chercher sa petite fille. Quand ils sont arrivés sur place, les autres participants ont surgi de leur cachette. Graziella était piégée. Le groupe était sous l'influence de l'alcool. Ils s'amusaient de voir à quel point Graziella avait peur. Selon les personnes arrêtées, ils voulaient seulement jouer avec Graziella sans défense. Graziella était si effrayée qu'elle s'est figée. À un moment, la situation est devenue incontrôlable. Après la chute, elle a perdu connaissance. Les jeunes ont affirmé qu'à l'origine, ils voulaient seulement lui faire peur. Quand elle a cessé de répondre, tous ont pris conscience de la gravité de la situation. À ce moment, ils ont entendu des voix, probablement celles des personnes qui cherchaient Graziella. Sous l'influence de l'alcool, ils ont décidé de cacher les traces de l'incident. Les déclarations des suspects ont été partiellement confirmées par des preuves. L'examen médical s'est révélé ambigu. Graziella présentait certaines blessures, mais leur origine exacte n'a pas pu être déterminée. Les vêtements de la jeune femme étaient en place, ce qui remettait en question certaines versions initiales de l'enquête. La difficulté résidait également dans le fait que les traces d'exposition au feu ont considérablement compliqué le travail des experts. Les carabinieri soupçonnaient que le groupe de jeunes aurait pu délibérément utiliser les flammes pour dissimuler les traces de leurs actions. L'histoire du jeu dangereux, racontée par les détenus, suscitait de sérieux doutes. Les enquêteurs ont soigneusement examiné toutes les circonstances de l'incident et ont tenté d'établir le véritable déroulement des événements. Pendant ce temps, les détenus continuaient d'affirmer que tout s'était produit par hasard. La décision finale devait être prise par le tribunal. 2 membres du groupe, Vincenzo et Giuseppe, ont catégoriquement nié leur participation. Selon leur dire, ils sont simplement venus dans la forêt sur l'invitation de Pasquale, sans soupçonner ses intentions. Prétendument, quand ils ont vu ce qui se passait, ils sont partis immédiatement. Les jeunes hommes ont expliqué qu'ils ne s'étaient pas adressés à la police par peur de possibles représailles des autres participants ou de problèmes avec la loi. On aurait pu les accuser de complicité. À l'issue du procès, Pasquale Tartoro a reçu une peine relativement légère, 30 ans de prison. 2 facteurs y ont contribué. Sa volonté de coopérer avec les enquêteurs et le fait que l'expertise n'a pas confirmé sa participation directe aux événements finaux. Les 4 autres participants ont reçu une peine plus sévère. Pour l'enlèvement d'une mineure et des actes prémédités, ils ont reçu la prison à perpétuité en cellules individuelles, sans droit de contact avec d'autres détenus. L'annonce du verdict a provoqué de vives réactions. La mère de Graziella a perdu connaissance. Son mari a dû être aidé. Une dispute verbale a éclaté entre les familles des accusés. Les proches de la jeune femme ont considéré la peine juste, sauf dans le cas de Pasquale. Selon eux, il méritait une sentence plus sévère. Vincenzo et Giuseppe se sont particulièrement opposés à la décision judiciaire. Ils ont défendu leur innocence de manière si convaincante qu'ils ont même trouvé des partisans qui croyaient leur version des événements. Cependant, cela ne les a pas aidés à faire appel du verdict. 8 ans après ces événements, Vincenzo Caratello, âgé de 27 ans, prit une décision fatale pendant son séjour dans l'établissement pénitentiaire. Peut-être était-il tourmenté par des sentiments de culpabilité ou ne voyait-il simplement pas d'autre issue. Quelques jours auparavant, sa mère lui avait rendu visite. La femme continuait de croire inébranlablement en l'innocence de son fils et le soutenait à tous égards. Cependant, à ce moment-là,
Vincenzo lui-même avait déjà perdu toute volonté de poursuivre son chemin. Le cœur de mère sentit que quelque chose n'allait pas. Elle remarqua que son fils s'était comme éloigné, était devenu une autre personne. Et ses pressentiments se révélèrent justes. 19 juin 2013, l'avocat Michel déposa une demande de révision du dossier, invoquant des violations de procédure. Il contesta les résultats de la procédure précédente, mais le tribunal rejeta l'examen de la demande. La mère de Pasquale s'adressa publiquement à la famille Mansi avec de sincères excuses pour les actions de son fils. Elle souligna qu'il devait assumer l'entière responsabilité légale de ses actes. Cependant, la mère de Graziel rejeta ses excuses. Sa réponse fut émotionnelle. Elle déclara que Pasquale devait traverser tout ce que sa fille avait traversé. Selon ses mots, Graziel serait resté avec sa famille s'il ne l'avait pas attiré dans la forêt. Les parents de Graziel considéraient Pasquale comme le principal coupable. Le nom de Graziel Mansi n'est pas oublié en Italie. Au château Castel del Monte se trouve une plaque commémorative avec sa photo et une brève histoire de Graziel, dont le chemin s'est terminé si tôt. Cet endroit est devenu une sorte de mémorial où locaux et touristes laissent des fleurs et des peluches. Les proches de Graziel visitent fréquemment ce lieu de mémoire. Après 24 ans d'emprisonnement, Pasquale Tartoro a retrouvé sa liberté. Sa peine a été réduite de 6 ans pour bonne conduite. Il a maintenant 44 ans et essaie de commencer une nouvelle vie. Il est difficile de prédire comment son destin futur va se développer. Parmi tous les impliqués, il était le seul à accepter une procédure simplifiée, ce qui a conduit à une réduction de peine. Après l'incident, tous les impliqués ont rompu tout contact entre eux. Même lorsque Pasquale a été libéré, aucun de ses anciens amis n'a tenté de rétablir le contact. Il dit lui-même qu'il se souvient chaque jour de ce qui s'est passé et de la douleur qu'il a causée à Graziella et à ses proches. Pasquale avoue, s'il pouvait retourner dans le passé, il agirait différemment. Pendant la difficile phase de réhabilitation, sa famille est devenue son principal soutien. Il exprime sa gratitude à tous ceux qui ont cru en sa réhabilitation. Cependant, la mère de Graziella a exprimé son opinion sur la libération anticipée de Pasquale. Selon ses mots, sa libération a anéanti l'idée de justice. Elle s'est convaincue que de telles personnes ne peuvent pas changer et représentent un danger pour la société. C'est pourquoi elles ne méritent pas de seconde chance. Vincenzo et Giuseppe, qui ont insisté sur leur innocence, n'ont pas pu comprendre les motifs des actions de Pasquale. Dans sa dernière lettre avant de quitter ce monde, Vincenzo a continué à défendre son innocence et à exprimer son amertume face à l'injustice du système. Il espérait que quelqu'un pourrait un jour prouver la vérité, mais ne voyait plus de sens à poursuivre la lutte pour la liberté. Giuseppe, Domenico et Michel sont toujours en prison. Giuseppe n'abandonne pas ses tentatives de prouver son innocence et consacre son temps à l'étude de la Bible. Il a accepté sa sentence et ne fait plus appel. Entre-temps, il garde la foi que la vérité éclatera un jour. Tous les trois désignent unanimement Pasquale comme le principal coupable de l'incident. Selon leur dire, il a attiré Graziella dans la forêt et a été l'initiateur des événements ultérieurs. Néanmoins, Pasquale a reçu la peine la plus légère parmi tous les condamnés et est déjà en liberté. Parfois, des incidents se produisent de manière si inattendue et sans raison apparente qu'il est difficile d'établir un lien entre les personnes impliquées. Malheureusement, cela permet à des personnes dangereuses de mener une vie normale pendant des années sans être tenues responsables de leurs actes. Cette histoire s'est déroulée dans la petite ville de North Webster, Indiana. Cet endroit est connu pour ses lacs pittoresques et ses beautés naturelles. Pas étonnant qu'il attire beaucoup de monde.
La pêche y est populaire tant chez les habitants que chez les visiteurs. À l'époque des événements décrits, la population était d'environ 500 personnes. Aujourd'hui, 2 fois plus de personnes y vivent, mais elles sont tout aussi amicales et unies. En raison du faible nombre d'habitants, tout le monde se connaissait bien et faisait tellement confiance à ses voisins que beaucoup ne fermaient même pas leurs portes. Pendant de nombreuses années, les accidents de la route étaient vraiment les infractions les plus graves, jusqu'à ce qu'un jour, tout change. En 1975, vivait ici la famille Mitchell. Les époux se sont mariés directement après l'école. Avant le mariage, ils étaient ensemble depuis plusieurs années et rêvaient toujours d'une grande famille. Leur première fille, Laurel, est née le 24 mai 1958. 5 ans plus tard, Sarah est venue au monde, puis est venu le plus jeune, Bruce. Les enfants ont grandi dans une atmosphère d'amour et d'attention. Les parents ont réussi à créer à la maison une atmosphère si chaleureuse que les voisins les considéraient comme la famille américaine parfaite. Dès son plus jeune âge, Laurel s'est concentrée sur son éducation. La famille Mitchell se distinguait par sa foi profonde. Ils allaient régulièrement à l'église en famille, Laurel, les parents, frères et sœurs. La jeune femme montrait des talents artistiques, particulièrement en musique. Elle chantait dans la chorale locale, se produisait dans les villes voisines et participait aux événements sociaux. Laurel voulait aider les gens et travaillait dans un camp d'église près du lieu de culte. Les habitants la connaissaient bien et observèrent sa croissance. Tous remarquaient son caractère amical et son attitude positive. La famille croyait en un avenir brillant pour leur fille aînée, qui était toujours là pour la famille. Le 6 août 1975, Laurel a passé la matinée avec ses frères et sœurs cadets pendant que les parents étaient au travail. Après le déjeuner, elle prévoyait d'aller au camp d'église. Vers 14 heures, elle a dit au revoir à sa famille et est partie au travail, où elle est arrivée ponctuellement comme d'habitude. La journée de travail devait se terminer vers 22 heures, après quoi Laurel prévoyait de rencontrer des amis dans le parc qui se trouvait à 800 mètres de l'église. Après son service, un collègue a proposé de la conduire, mais elle a préféré marcher et prendre l'air frais. Après environ 10 minutes, à mi-chemin, elle a remarqué des connaissances de l'autre côté de la rue. Ils se sont salués de loin. Laurel se pressait vers la rencontre et ne s'est pas arrêtée. Ce fut la dernière rencontre avec la jeune femme, dans le parc. Ses amis ont attendu en vain son apparition. 20 minutes s'étaient écoulées et elle n'était toujours pas apparue. Pendant ce temps, on aurait pu facilement faire le trajet à pied. Tout le monde savait que Laurel était très ponctuelle et responsable. Un tel comportement était atypique pour elle. Les amis ont décidé d'attendre plus longtemps, pensant qu'elle pourrait avoir été retardée à l'église. Une grande difficulté était l'absence de téléphone mobile à cette époque. On ne pouvait communiquer que par ligne fixe. C'est pourquoi Laurel ne pouvait pas annoncer un retard et le groupe continuait d'attendre. Après une demi-heure, les jeunes ont perdu patience, se sont même un peu énervés et sont partis s'amuser sans elle. Personne n'a pensé que quelque chose pourrait ne pas aller. Au début, la famille ne s'inquiétait pas non plus. Laurel avait dit qu'après le travail, elle rencontrerait des amis et serait de retour à minuit. C'était exactement à 7 heures qu'était prévu son retour à la maison. Les parents lui avaient permis de sortir, mais ont commencé à s'inquiéter quand elle n'est pas apparue à l'heure convenue. Contrairement aux amis, les parents n'avaient aucune raison d'être offensés. Ils ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Un tel comportement ne ressemblait pas du tout à Laurel. La mère a décidé d'agir sans délai et a commencé à découvrir ce qui était arrivé à sa fille. La famille connaissait bien tous ses amis, dont la plupart vivaient à proximité. Malgré l'heure tardive,
Les parents inquiets se sont mis en route pour leur parler, car ils étaient trop préoccupés pour attendre jusqu'au matin. La meilleure amie de Laurel vivait en face, de l'autre côté de la rue. Normalement, elles passaient tout leur temps ensemble. Les parents sont devenus inquiets quand ils n'ont pas trouvé leur fille chez son amie. À ce moment-là, celle-ci était déjà rentrée chez elle, ce qui n'a fait qu'augmenter l'inquiétude. La conversation avec elle a apporté des nouvelles inquiétantes. Laurel n'était jamais apparue au parc pour la rencontre. C'est pourquoi le groupe était parti sans elle. La mère s'est sentie mal, mais le père a essayé de garder son calme. Ils sont partis à la recherche de Laurel, ont parcouru son itinéraire habituel, mais sans succès. Quand ils sont rentrés chez eux dans l'espoir d'y trouver leur fille, ils ont été à nouveau déçus. Elle n'était pas là. Malgré l'heure tardive, les parents inquiets ont commencé à appeler toutes les connaissances de Laurel. Les gens ont montré de la compréhension, mais personne ne savait où elle se trouvait. La famille s'est alors tournée vers la police. Les forces de l'ordre ont d'abord réagi avec scepticisme. Ils ont rappelé que Laurel était presque majeure et voulait rencontrer des amis. Ils soupçonnaient qu'elle aurait pu quitter la maison après une dispute avec ses parents ou être chez des connaissances. Les parents ont insisté sur le fait qu'un tel comportement ne ressemblait pas du tout à Laurel, qui avait toujours été domestique et religieuse, mais les policiers n'ont d'abord pas accordé d'importance à leurs paroles. Les Mitchell ont passé environ 1 heure au poste de police à essayer de convaincre les officiers que leur fille ne manquerait pas volontairement une rencontre avec des amis et ne briserait pas les règles de la maison. Finalement, la police a décidé d'agir. À ce moment-là, un grand groupe d'habitants de la ville qui voulaient aider s'était déjà rassemblé. Dans cette petite ville tranquille, où rien de tel n'était jamais arrivé, tout le monde se connaissait, et l'incident avec Laurel a bouleversé les habitants. Les parents avaient appelé toutes les connaissances, et maintenant une foule de volontaires s'était rassemblée devant le poste de police. Malgré l'heure nocturne, les gens étaient là prêts à participer aux recherches. D'abord, on a décidé de vérifier la zone autour du camp et de l'église, par où Laurel devait passer en route vers le point de rendez-vous. Tout son itinéraire habituel a été minutieusement examiné, mais aucune trace n'a été trouvée. Ensuite, les groupes de recherche se sont divisés et ont fouillé toute la ville jusqu'à l'aube, mais sans succès. À 10h30 du matin, la vérification des maisons des amis que Laurel devait rencontrer était terminée. Le dernier espoir qu'elle soit simplement chez des connaissances s'est évanoui. Naturellement, les enquêteurs ont aussi parlé avec la famille Mitchell et ont essayé de trouver des indices possibles dans l'entourage proche de la jeune femme. Mais tous les vérifiés ont été rayés de la liste, un par un. Laurel avait un environnement bien établi, loin des problèmes avec la loi. Les amis n'ont rien pu apporter d'utile à l'enquête. Personne ne lui avait accordé d'attention indésirable. Les habitants ne voulaient hâter pas croire que quelque chose de terrible puisse arriver dans leur ville tranquille. Diverses rumeurs ont commencé à circuler et la petite communauté exigeait fermement des résultats de la police. Au cours de l'enquête, il s'est avéré que Laurel avait rencontré un groupe de connaissances environ 10 minutes après le début de son trajet, leur avait fait signe et avait continué. Ils n'ont rien remarqué d'inhabituel. Personne ne la suivait et elle semblait joyeuse. Au même moment, un homme et son fils pêchaient à quelques kilomètres au nord de la ville sur la rivière. Tout était normal jusqu'à ce que le pêcheur remarque quelque chose d'étrange qui dérivait avec le courant. Comme il ne pouvait pas identifier l'objet de loin, il décida de s'approcher avec le bateau. Quand l'homme s'est approché, il a remarqué avec inquiétude une silhouette dans l'eau. Effrayé, il a supposé que quelqu'un avait eu un malaise en nageant. Espérant aider, il a tiré la découverte dans le bateau. Le pêcheur s'est étonné du froid anormal malgré le temps chaud. Quand les tentatives de réanimation sont restées sans succès,
il s'est dirigé vers la rive avec son fils, espérant toujours un miracle. En voyant une voiture qui passait, l'homme a demandé au conducteur d'appeler les secours. À ce moment-là, la disparition de Laurel Mitchell n'avait pas encore été officiellement signalée et elle n'avait pas de papier d'identité sur elle, ce qui rendait l'identification difficile. Les policiers arrivés ont constaté que le pêcheur et son fils n'étaient pas de la région et ne connaissaient pas les habitants locaux. Le seul indice était une bague avec des initiales. Quelques heures plus tard, le signalement de la disparition de Laurel est arrivé. Grâce aux initiales sur le bijou, l'identité a pu être établie, ce qui a été confirmé plus tard par les parents. Au début, on a soupçonné un accident sur le pont. Elle avait peut-être glissé ou trébuché. Cependant, les proches ont rapidement réfuté cette version. Ils ont rapporté que Laurel était une excellente nageuse. Elle pratiquait depuis sa prime jeunesse et aimait l'eau. De plus, elle ne buvait pas d'alcool, ce que tous les proches ont confirmé. Il était aussi important de noter que le pont n'était pas sur son itinéraire habituel. Elle ne pouvait pas s'y trouver par hasard. Malgré ces arguments, la police continuait à suivre la théorie de l'accident et restait sceptique face aux convictions des proches. Les officiers ont souligné les forts courants sous-marins dans la rivière, qui à certains endroits étaient si puissants que même les nageurs expérimentés évitaient ces zones. Les autorités policières soupçonnaient que Laurel aurait pu être prise dans un fort courant en nageant. Selon eux, elle n'avait pas pu maîtriser la masse d'eau. Cette version était étayée par la proximité de sections de la rivière officiellement fermées en raison du danger accru. Cependant, les résultats de l'examen médical ont réfuté cette théorie. Les experts ont trouvé sur les mains et le haut de la poitrine des traces qui indiquaient de l'autodéfense. La zone de la tête était particulièrement touchée. Les spécialistes ont conclu que la rivière avait été utilisée pour dissimuler des preuves. Malheureusement, le long séjour dans l'eau a considérablement compliqué la collecte de preuves. À cette époque, les technologies d'analyse ADN commençaient seulement à se développer, ce qui compliquait l'enquête. Bien que les enquêteurs s'étaient collecté de nombreuses preuves avec des traces biologiques, elles étaient trop minimes pour une analyse. Tous les objets trouvés de Laurel, y compris les vêtements et les chaussures, ont été stockés. Tant de personnes sont venues aux adieux de Laurel que l'Église ne pouvait pas accueillir tous les endeuillés. Beaucoup sont restés dehors pour montrer leur soutien à la famille Mitchell et espérer une résolution rapide de l'affaire. Mais l'enquête est arrivée dans une impasse. Le premier rayon d'espoir est apparu après quelques mois. Une femme inconnue a appelé la police depuis une cabine téléphonique et a affirmé avoir des informations sur l'incident. Mais quand le répartiteur a demandé des détails, la plante a terminé la conversation. La recherche est restée infructueuse. La police a lancé un appel public à la jeune femme qui avait passé l'appel. On lui a promis une confidentialité totale et toute la protection nécessaire. Les autorités ont fait tous les efforts pour la convaincre de se manifester à nouveau et de partager des informations. Plus tard, une récompense de 50 000 $ a même été offerte. Une somme considérable pour l'époque. Mais le témoin mystérieux ne s'est jamais plus manifesté. La récompense monétaire a même créé des difficultés supplémentaires. Des faux signalements ont été reçus, dont la vérification a pris beaucoup de temps et de ressources. 6 mois après l'incident, une femme nommée Catherine est venue au poste de police. Elle a raconté qu'elle habitait dans la rue où Laurel rentrait habituellement à pied du parc. Le témoin l'avait vue vers 22h15, ce qui correspondait à son heure habituelle de retour du travail. Ce soir-là, Catherine faisait des tâches ménagères quand elle a soudainement entendu des bruits étranges venant de la rue. Cela ressemblait à une voiture qui freinait brusquement juste devant la maison. On entendait des cris de jeunes gens. Quand la femme s'est approchée de la fenêtre, elle a entendu un coffre se fermer. Laurel, qui venait de passer,
a soudainement disparu du champ de vision. La ménagère a remarqué une voiture rouge avec des jeunes inconnus qui est partie immédiatement à toute vitesse. Bien qu'elle n'ait pu distinguer ni la plaque d'immatriculation ni les visages, elle a mémorisé la voiture. La couleur rouge était assez rare à l'époque. Les policiers ont immédiatement commencé à vérifier tous les propriétaires de voitures rouges, mais après 1 mois de recherche, n'ont trouvé aucun indice. Malgré les efforts des autorités et des proches, l'enquête est arrivée dans une impasse. Des décennies ont passé jusqu'à ce que l'affaire reçoive de nouvelles impulsions. Au début des années 2010, des technologies modernes et des méthodes d'analyse ADN sont apparues, permettant un nouveau regard sur les preuves existantes. Des experts du FBI ont été appelés pour établir un profil du possible auteur. Selon eux, il devait s'agir d'un jeune homme de la région ou des environs qui avait probablement déjà eu des problèmes avec la loi. Cependant, malgré tous les efforts, il n'y a pas eu de percée dans l'affaire Laurel. Les traces d'ADN sur les preuves étaient trop minimes pour une analyse complète. Pendant cette période, une unité spéciale pour les affaires non résolues a été créée, qui s'est également chargée de l'affaire Laurel Mitchell. Ses parents âgés ont exprimé à nouveau l'espoir de voir celui qui avait fait du mal à leur fille. Les enquêteurs ont décidé de réexaminer tout le matériel et de rejeter les conclusions controversées d'il y a 30 ans. Malheureusement, les Mitchell n'ont pas vécu assez longtemps pour obtenir des réponses à leurs questions. Jusqu'en 2012, la recherche a continué, tandis que les parents de Laurel sont morts de mort naturelle. Jusqu'au dernier jour, ils ont espéré connaître la vérité. Après cela, le frère et la sœur de Laurel ont décidé de poursuivre la recherche de la vérité. Les médias ont donné une nouvelle impulsion. Dans plusieurs reportages, ils ont raconté l'histoire de Laurel et des enquêtes qui duraient déjà environ 40 ans. Quelques mois après les reportages télévisés et un travail intensif sur Internet, un témoin important est apparu. Une femme, nommée Renée, s'est adressée à la police. En 1975, elle vivait dans la même région et avait le même âge que Laurel. Environ 1 semaine après l'incident, elle a fait la connaissance d'un homme nommé John Lemon. L'histoire des jeunes gens a commencé lors d'une fête. Leur relation a continué même après l'incident avec Laurel qui a secoué toute la région. Un jour, lors d'une de leurs rencontres, John, en état d'ébriété, a commencé à confier ses secrets à Renée. Il a raconté que cet été-là, il avait été témoin de l'agression d'une jeune femme par son ami. Selon ses dires, il avait observé la scène mais n'avait pas pu arrêter son ami. John a partagé beaucoup de détails de cette nuit-là, mais a affirmé son innocence et a rejeté toute la responsabilité sur son ami. À l'époque, Renée n'avait pas prêté attention à ses paroles. Mais des années plus tard, en voyant un reportage télévisé, elle a eu des doutes et a décidé d'aller à la police. Le rapport de Renée a intéressé les enquêteurs. John connaissait des détails de l'incident qui n'avaient jamais été mentionnés dans la presse. Cependant, l'enquête s'est heurtée à des difficultés. Après cette conversation, le couple s'est séparé et Renée a perdu le contact avec son ancien amant. Aucune information sur lui n'a été trouvée dans la base de données de la police. Les enquêteurs ont essayé de découvrir l'identité de l'ami mentionné et ont envisagé que John ait pu parler de lui-même à la 3e personne. Renée s'est difficilement souvenu du nom, quelque chose comme Bundy ou Bendy. Quand les enquêteurs ont lu la liste des anciens suspects et témoins, elle a reconnu le nom, Fred Bendy. Cet homme était suspect depuis longtemps. Il s'est avéré que quelques années après l'incident avec Laurel, un certain Bill s'est rendu à la police. Il a parlé de sa connaissance avec Fred Bendy, un homme sans domicile fixe, sans travail ni éducation, qui souffrait de problèmes d'addiction et de crises de colère. Lors d'une rencontre commune, Fred a raconté à Bill comment, avec un ami nommé John, il avait agressé une jeune femme. L'incident s'est produit sans raison apparente,
juste pour le plaisir. Quand l'inconnu a essayé de se protéger, Fred est entré dans une rage. Même quand elle a perdu conscience, il ne pouvait pas s'arrêter. Fred a affirmé qu'à ce moment-là, il n'avait plus le contrôle de lui-même. Ensuite, ils l'ont amené à la rivière en dehors de la ville pour effacer les traces. À l'époque, l'histoire de Bill n'a pas attiré d'attention particulière car il ne connaissait pas le nom de la jeune femme. Ces déclarations n'ont pas pu être vérifiées et l'explication est tombée dans l'oubli. Plus tard, elle a été ajoutée au dossier de Laurel, mais en raison du manque de confirmation, elle a été à nouveau mise de côté. En examinant les documents, les enquêteurs ont découvert la mention de John Lemon, une connaissance de Fred, qui avait avoué l'incident à René. Cela a poussé les enquêteurs à examiner plus attentivement les principaux suspects. Pour cela, des échantillons d'ADN étaient nécessaires. Jusqu'en 2019, il y avait de nouvelles technologies d'investigation. Jusqu'à ce moment, il n'y avait pas d'informations sur John et Fred. Maintenant, les enquêteurs disposaient d'instruments précis pour analyser même les plus petites traces. Ils ont décidé de réexaminer toutes les preuves, vêtements, chaussures et objets personnels de Laurel. Étonnamment, cela a pris presque 1 an. En février 2020 est venue la percée. Les experts ont découvert des traces microscopiques qu'ils ne pouvaient pas trouver auparavant. Les autorités avaient du matériel de comparaison de Fred, car il avait déjà été poursuivi pour des délits graves. Les experts ont examiné les échantillons stockés dans les bases de données. La première analyse n'a montré qu'une correspondance de 80%, insuffisante pour des conclusions définitives. Après plusieurs vérifications supplémentaires avec d'autres méthodes, une correspondance presque complète avec les échantillons de Fred a pu être établie. En 2023, il a été décidé d'arrêter Fred Bendy et son ami John Lehman. Selon la police, Fred avait dans le passé 3 cas de comportement illégal envers des jeunes femmes. Pour tous ces incidents, il n'a reçu qu'une peine, une courte période de prison, après laquelle il a été libéré. Fred a admis qu'avec son ami John, qui possédait une voiture rouge en 1975, il était impliqué dans l'incident avec Laurel. Il a essayé de rejeter la responsabilité sur son ami, mais n'a pas pu expliquer pourquoi les traces ne provenaient que de lui. Les deux ont été arrêtés presque 48 ans après l'incident. Les proches de Laurel étaient indignés que ces personnes aient pu mener une vie normale pendant tant d'années, pendant que la police essayait de les trouver. Comme prévu, les détenus ont commencé à s'accuser mutuellement. John a nié sa participation et a affirmé que la peur de son ami l'avait fait taire toutes ces années. Les avocats ont activement utilisé le délai de prescription et ont essayé de contester les preuves de l'accusation. Ils ont essayé de défendre leurs clients avec des méthodes standards, ce qui n'était pas facile en raison du mode de vie des deux hommes. Après 1 heure de délibération, le jury a déclaré Fred Bendy, 69 ans, coupable. Lors des audiences suivantes, il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il est important de mentionner que l'affaire a été jugée selon les lois de 1975, quand les options possibles étaient soit la prison à vie avec sursis, soit la peine maximale. Après l'abolition de la peine de mort dans l'État, Fred a reçu une peine de prison à vie. Beaucoup ont considéré cela comme une peine trop légère pour son acte. John Lemon d'Auburn, Indiana, avait 68 ans lorsqu'il a été arrêté. Contrairement à Fred, il a conclu un accord avec le procureur et a avoué sa participation à l'incident. Grâce à sa coopération avec les autorités d'enquête, John n'a reçu que 8 ans. Il avait même encore la chance de retourner à une vie normale, contrairement au principal responsable de l'événement. En échange de la réduction de peine, John a accepté de témoigner au tribunal. Après le prononcé du verdict, la sœur de la victime, âgée de 62 ans, a lâché des ballons dans le ciel avec l'inscription « Nous l'avons attrapé ».
C'est ainsi que les proches ont célébré le triomphe tant attendu de la justice. Malheureusement, les deux participants ont pu mener une longue vie en liberté pendant les années écoulées, tandis que leurs actions ont privé de cette possibilité une jeune femme dont la vie s'est terminée de manière si insensée. Les actions humaines sont parfois si inattendues et inexplicables qu'il est pratiquement impossible de trouver un lien logique entre les événements et leurs participants. Malheureusement, cette imprévisibilité permet à certaines personnes peu fiables de mener une vie normale pendant des années sans attirer l'attention des forces de l'ordre. Dans de tels cas, même les enquêteurs expérimentés ont du mal à déchiffrer les motifs et à déterminer les véritables causes des incidents. Au cœur de l'État d'Indiana se trouve le pittoresque North Webster, une petite ville entourée de lacs cristallins et de nature vierge. Cet endroit a toujours attiré les amateurs de pêche, tant les locaux que les visiteurs d'autres régions. Au milieu des années 70, la population de la ville atteignait à peine 500 habitants. Aujourd'hui, 2 fois plus de personnes y vivent, mais l'atmosphère de ville familiale chaleureuse est restée. North Webster est toujours considéré comme un lieu idéal pour une vie tranquille, loin des métropoles bruyantes. Ici, tout le monde se connaissait personnellement et faisait confiance à ses voisins comme à des parents. Les enfants jouaient librement dans les rues, rendaient visite à des amis, et de nombreux résidents ne voyaient même pas de raison de verrouiller leurs portes. Pendant des années, l'excès de vitesse sur les routes locales est resté l'incident le plus grave. L'année 1975 a changé le rythme habituel de la vie de la ville. À cette époque vivait ici la famille Mitchell. Les époux se sont mariés juste après l'obtention de leur diplôme. Ils étaient ensemble depuis l'école et ont toujours rêvé d'une grande famille. Leur premier enfant, Laurel, est né le 24 mai 1958. Après 5 ans, Sarah est née. Et plus tard, le plus jeune fils Bruce a rejoint la famille. Les parents entouraient les enfants d'amour et de soins et créaient à la maison une atmosphère spéciale de chaleur et de soutien. Les voisins disaient souvent que les Mitchell étaient un exemple modèle d'une famille américaine idéale. Malgré les difficultés de la vie, les époux sont toujours restés ensemble et se sont soutenus mutuellement. La famille était profondément religieuse. Tous les Mitchell assistaient à l'église chaque dimanche. Laurel a montré de la diligence dans l'apprentissage depuis l'enfance et possédait des capacités créatives exceptionnelles. Elle chantait dans la chorale locale, se produisait lors de concerts dans les villes voisines et participait à la vie sociale. Elle s'efforçait d'aider les gens et travaillait dans un camp d'église voisin. Les membres de l'église la rencontraient souvent lors des réunions religieuses. Ils ont vu grandir cette jeune femme aimable et positive au caractère doux et à la volonté forte. Les proches croyaient en le grand avenir de la fille aînée, qui s'occupait toujours de la famille et s'efforçait de soutenir ses proches. La journée d'été du 6 août 1975 commença comme d'habitude pour Laurel. Elle passa du temps avec ses jeunes frères et sœurs et attendit le retour de ses parents du travail. Après le déjeuner, vers 14 heures, Laurel partit pour son service à l'entrepôt de l'église. Après avoir dit au revoir à sa famille, elle arriva à son lieu de travail sans incident, ponctuelle comme toujours. Le plan était simple. Travailler jusqu'à 22 heures, puis retrouver des amis dans le parc local, situé à 800 mètres de l'église. À la fin de son service, un collègue ami de Laurel lui proposa de la conduire au parc. Cependant, la jeune femme décida de marcher pour profiter de l'air du soir. Après environ 10 minutes, à mi-chemin, elle remarqua des connaissances de l'autre côté de la rue. Pressée d'arriver à la réunion, Laurel leur fit simplement signe, sans s'arrêter pour discuter. Ce fut le dernier moment où quelqu'un la vit. Dans le parc, les amis attendèrent son arrivée.
20 minutes passèrent, plus que suffisant pour parcourir cette distance à pied. Tous connaissaient Dalorel comme une personne extrêmement ponctuelle, qui arrivait même un peu plus tôt que prévu. Son absence déviait de son comportement habituel. Le groupe décida d'attendre, supposant un possible retard à l'église. La situation était compliquée par l'absence de téléphones portables à cette époque. On ne pouvait contacter que par le numéro fixe. Laurel ne pouvait pas annoncer un retard. Alors les amis continuèrent d'attendre. Après une demi-heure, légèrement agacés, ils abandonnèrent les tentatives d'attendre leur amie et continuèrent la soirée sans elle, sans soupçonner rien de grave. Les parents de Laurel n'étaient pas non plus inquiets au début. Leur fille les avait informés à l'avance de ses projets de rencontrer des amis après le travail. Elle promit de rentrer avant minuit, le couvre-feu établi. Mère et père lui permirent cette promenade, mais quand l'heure convenue approcha et que Laurel n'était toujours pas rentrée, l'inquiétude les envahit. Contrairement aux amis, les parents comprirent. Un tel comportement était totalement étranger à leur fille. L'inquiétude des parents grandissait à chaque minute. Le comportement inhabituel de leur fille aînée a poussé la mère à clarifier immédiatement les circonstances de son absence. Laurel, 17 ans, et ses parents connaissaient très bien le cercle d'amis de la jeune femme. La plupart de ses amis vivaient à proximité. Malgré l'heure tardive, les parents ont décidé de ne pas attendre et de leur parler personnellement. L'inquiétude était plus forte que le désir d'attendre jusqu'au matin. Ils sont d'abord allés voir sa meilleure amie qui vivait de l'autre côté de la rue. Normalement, elles passaient leur temps ensemble. La nouvelle que Laurel n'y était pas apparue fut une désagréable surprise pour les parents. L'amie, qui était déjà rentrée chez elle, a raconté que Laurel n'était jamais venue au rendez-vous dans le parc. C'est pourquoi le groupe était parti se promener sans elle. La mère se sentit mal à ces nouvelles, mais le père essaya de garder son calme. Ils se sont mis à la recherche de leur fille et ont examiné son itinéraire habituel, mais sans succès. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux dans l'espoir d'y trouver leur fille, les parents ont été à nouveau déçus. Alors la famille inquiète a commencé à appeler tous les connaissances qui étaient d'une manière ou d'une autre en contact avec Laurel. Malgré l'heure tardive, les gens ont fait preuve de compréhension. Malheureusement, personne ne pouvait dire où se trouvait la jeune femme. La famille s'est alors tournée vers la police et a signalé sa disparition. Cependant, les forces de l'ordre ont commencé avec les excuses habituelles. Selon eux, la jeune femme de 17 ans, qui se rendait à une rencontre avec des amis, était très probablement partie de chez elle après une dispute avec ses parents ou rendait visite à des connaissances. Peut-être était-elle simplement restée plus longtemps à une fête. Les parents ont insisté sur le fait qu'un tel comportement était totalement atypique pour Laurel, qui passait la plupart de son temps à la maison et à l'église. Les policiers hésitaient à écouter. Les Mitchell ont passé près d'1 heure au poste à essayer de convaincre les officiers de la gravité de la situation. Leur fille n'aurait jamais manqué un rendez-vous avec des amis, ni le couvre-feu. À ce moment-là, un grand groupe d'habitants de la ville s'était rassemblé, inquiets du sort de Laurel. Dans leur ville tranquille, où tout le monde se connaissait, de tels incidents étaient impensables. Grâce aux appels des parents, tout un groupe de volontaires prêts à aider s'est rassemblé devant le poste de police. Malgré l'heure nocturne, les résidents ont décidé de participer à la recherche avec la police. Ils ont d'abord examiné la zone autour du camp et de l'église par où Laurel devait passer en se rendant au rendez-vous. Ils ont vérifié tout l'itinéraire de la jeune femme, mais n'ont trouvé aucune trace. Les groupes de recherche se sont divisés et ont ratissé la ville jusqu'à l'aube, mais la recherche est restée infructueuse. À 10h30, la recherche de Laurel parmi les amis avec lesquels elle devait se réunir n'a donné aucun résultat. Le dernier espoir que la jeune femme soit simplement avec des connaissances s'est évanoui.
Les enquêteurs ont soigneusement examiné l'environnement de la disparue. Lors des conversations avec la famille Mitchell, les officiers ont tenté de trouver des indices ou des connexions suspectes. Cependant, tous les contacts vérifiés se sont avérés irréprochables. Laurel a grandi dans un environnement protégé, loin de tout problème avec la loi. Les interrogatoires des amis n'ont apporté aucune information utile pour l'enquête. La jeune femme n'avait même pas de relation compliquée avec un jeune homme. Elle ne s'intéressait pas encore aux rendez-vous et aux relations romantiques. Les habitants de cette petite ville tranquille ne pouvaient pas croire à la possibilité de quelque chose d'inhabituel. La communauté locale, malgré sa petite taille, exigeait activement de la police une résolution rapide de l'affaire. Les enquêteurs ont établi que Laurel avait rencontré un groupe de connaissances environ 10 minutes après avoir commencé son chemin. Elle leur a fait signe et est passée. Les jeunes ont remarqué sa bonne humeur et n'ont rien vu d'inhabituel dans les environs. Au même moment, un homme et son fils pêchaient à quelques kilomètres au nord de la ville, près de la rivière. L'idylle a été perturbée par quelque chose d'étrange qui dérivait avec le courant. Le pêcheur, intéressé par l'objet peu clair, a dirigé le bateau plus près. En s'approchant, il a vu une jeune femme dans l'eau. Effrayé, l'homme a pensé qu'elle s'était sentie mal et était tombée accidentellement dans la rivière. Dans l'espoir d'aider, il l'a tirée dans le bateau et a tenté de lui porter les premiers secours. Malgré le temps chaud, la jeune femme était très froide. Quand toutes les tentatives d'aide ont été vaines, le pêcheur et son fils ont ramé vers la rive. En voyant une voiture qui passait, il a demandé au conducteur d'appeler les services d'urgence. À ce moment-là, la disparition de Laurel Mitchell n'avait pas encore été officiellement signalée. Aucun document n'a été trouvé sur la jeune femme, ce qui a compliqué l'identification. Les officiers arrivés ont remarqué une bague avec des initiales à sa main. Le pêcheur et son fils n'étaient pas d'ici et ne pouvaient pas aider à l'identification. Après quelques heures, la disparition de Laurel a été signalée. D'après les initiales sur la bague, on pouvait supposer que c'était elle. Les parents ont confirmé plus tard l'identité de leur fille. Initialement, la version d'un accident est apparue. Une chute du pont due à l'imprudence ou à l'influence de l'alcool. Mais les parents ont rapidement réfuté ces suppositions. Ils ont raconté que Laurel nageait depuis l'âge de 4 ans, aimait l'eau et aurait pu facilement gérer le courant. La jeune femme ne buvait pas d'alcool, ce que la famille et les amis ont confirmé. Le pont n'était pas sur son itinéraire habituel, elle n'avait pas prévu de passer par là. Néanmoins, les enquêteurs ont continué à suivre la version d'un incident accidentel. Les représentants des forces de l'ordre ont accueilli avec scepticisme la version des proches. Ils ont souligné les particularités du grand fleuve avec ses forts courants sous-marins. À certains endroits, les courants étaient si forts que même les nageurs expérimentés évitaient ces zones. Les enquêteurs soupçonnaient que Laurel aurait pu tomber accidentellement dans l'eau ou être allée nager, mais n'aurait pas pu gérer le courant. Cette version était étayée par la présence de zones spécialement délimitées, classées comme dangereuses pour les visiteurs. Cependant, le rapport du médecin légiste a complètement réfuté les soupçons de la police. L'examen a révélé de multiples marques sur la jeune femme indiquant une confrontation physique. La nature des blessures suggérait de l'autodéfense. Elle se trouvait principalement dans la zone des bras et du haut de la poitrine. Le rapport médical a établi que la cause principale était une blessure à la tête et que la rivière avait probablement été utilisée pour dissimuler les preuves. Malheureusement, le long séjour dans l'eau a compliqué la collecte de preuves supplémentaires. Même la vérification de la version d'une possible agression était impossible. La plupart des preuves avaient été perdues et les fragments conservés n'ont pas pu être complètement analysés. À cette époque,
Les technologies d'analyse ADN commençaient à peine à se développer, ce qui compliquait considérablement l'enquête. Malgré la présence d'objets portant des traces biologiques, leur taille était trop petite pour une analyse qualitative. Toutes les preuves trouvées, vêtements, chaussures, objets personnels de la jeune femme avec des traces suspectes, ont été archivées. À la cérémonie d'adieu, tant de personnes se sont rassemblées que l'église ne pouvait pas accueillir tous les endeuillés. Beaucoup sont restés dehors, manifestant leur soutien à la famille Mitchell et l'espoir d'une résolution rapide de l'affaire. Le premier tournant significatif s'est produit quelques mois plus tard. Une jeune femme inconnue a appelé la police depuis une cabine téléphonique, affirmant avoir des informations sur l'incident. Cependant, lorsque l'opérateur a commencé à demander des détails, la connexion s'est interrompue. L'identité de la plante n'a pas pu être déterminée. La police a lancé un appel public pour trouver la mystérieuse témoin. On lui a promis un anonymat complet et une protection totale. Les forces de l'ordre ont fait tout leur possible pour convaincre la jeune femme de les recontacter et de partager les informations qu'elle connaissait. Plus tard, une récompense de 50 000 $ a même été offerte, une somme considérable pour l'époque, mais la mystérieuse témoin ne s'est jamais plus manifestée. Cependant, la récompense offerte a entraîné des difficultés inattendues. La police a reçu de nombreux faux rapports, dont la vérification nécessitait du temps et des ressources. 6 mois après la disparition de Laurel, une femme nommée Catherine est venue au commissariat. Elle habitait dans la rue par laquelle la jeune femme passait habituellement à travers le parc pour rentrer du travail. Catherine a rapporté avoir vu Laurel à 22h15. L'heure correspondait exactement à son itinéraire habituel vers la maison. Ce soir-là, la femme au foyer vaquait à ses occupations quotidiennes lorsqu'un bruit strident venant de la rue a attiré son attention. À en juger par le bruit, une voiture avait freiné brusquement juste devant ses fenêtres. Des voix jeunes et fortes se faisaient entendre. Et lorsque Catherine s'est approchée de la fenêtre, elle a pu voir le coffre de la voiture se fermer. Laurel, qui venait de passer, a soudainement disparu de son champ de vision. Dans la rue se trouvait une voiture rouge avec plusieurs jeunes gens qui est partie immédiatement à toute vitesse. Le témoin n'a pu reconnaître ni la plaque d'immatriculation de la voiture, ni les visages des occupants, mais elle se souvenait de la voiture elle-même, rouge, assez voyante pour l'époque. La police a immédiatement commencé à vérifier tous les propriétaires de véhicules similaires dans la région, mais 1 mois de recherche est resté sans résultat. Contrairement aux espoirs des enquêteurs et de la famille de Laurel, l'enquête est arrivée dans une impasse. Ce n'est que des décennies plus tard que l'affaire a reçu de nouvelles impulsions. Au début des années 2010, des technologies modernes d'analyse génétique sont apparues, permettant un nouveau regard sur les preuves existantes. Des spécialistes du FBI en profil psychologique ont été impliqués dans l'enquête. Selon leur évaluation, la personne recherchée était un jeune résident ou vivait à proximité. Les experts soupçonnaient qu'il avait probablement eu des problèmes avec la loi et d'autres infractions légales dans le passé. Cependant, malgré tous les efforts, aucun progrès significatif n'a pu être réalisé. Les traces biologiques existantes étaient trop insignifiantes pour une analyse ADN complète. Pendant cette période, un groupe d'enquête spécial a été créé pour les affaires non résolues du passé. Lorsque vint le tour de l'histoire de Laurel Mitchell, ses parents âgés ont à nouveau exprimé l'espoir de connaître la vérité sur ce qui était arrivé à leur fille. Les enquêteurs ont décidé de rouvrir l'affaire sans s'appuyer sur les conclusions contradictoires d'il y a 30 ans. Malheureusement, les Mitchell n'ont pas vécu pour obtenir des réponses à leurs questions. Jusqu'en 2012, le mystère est resté non résolu. À ce moment-là, les parents de Laurel étaient décédés en raison de leur âge.
Jusqu'au dernier jour, ils ont espéré connaître la vérité. Après leur mort, le frère et la sœur de Laurel ont décidé de poursuivre la recherche de la vérité. Les enquêtes ont reçu un nouvel élan grâce aux médias. Une série de reportages a mis en lumière la triste histoire de leur sœur et l'enquête infructueuse qui a duré près de 40 ans. Plusieurs mois de couverture médiatique intensive et sur Internet ont produit un résultat inattendu. Une femme nommée Renée s'est présentée à la police. En 1975, elle, du même âge que Laurel, vivait également dans cette région. Environ une semaine après l'incident, elle a rencontré un homme nommé John Lehman. Leur rencontre a commencé lors d'une fête, se développant en une relation qui a continué même après l'incident avec Laurel, dont toute la ville parlait. Lors d'une de leurs rencontres, John, après avoir trop bu, a commencé à parler à Renée de son passé. Selon ses dires, son ami avait arrêté une jeune femme dans la rue cet été-là. Il a été témoin des événements, mais n'est pas intervenu. John a décrit les événements dans les moindres détails, mais insistait sur le fait que c'était son ami qui l'avait fait. À l'époque, elle n'accordait pas d'importance à ses paroles, mais des années plus tard, en voyant le reportage, des doutes lui sont venus et elle a décidé de partager l'information avec la police. Le récit de Renée a intéressé les enquêteurs. John connaissait de nombreux détails de l'incident qui n'ont jamais été publiés dans la presse, ni alors, ni maintenant. Cependant, l'enquête a rencontré de nouvelles difficultés. Renée a rapporté qu'ils se sont séparés peu après cette conversation. Jusqu'à aujourd'hui, la femme ne savait rien de son destin ultérieur. De plus, aucune information sur l'ex-petite amie n'a été trouvée dans la base de données de la police. Apparemment, il n'avait pas eu de problème avec la loi. Les enquêteurs ont essayé d'établir l'identité de John, ou peut-être parlait-il de lui-même à la troisième personne, et il n'y avait pas d'amis. Renée a essayé péniblement de se souvenir du nom. Dans sa mémoire est apparu quelque chose qui sonnait comme Bundy ou Bendy. En examinant l'affaire, les enquêteurs ont décidé de réexaminer la liste de toutes les personnes impliquées, anciens suspects et témoins. Parmi les nombreux noms, l'un attira particulièrement l'attention de Renée, Fred Bundy. Sa personnalité soulevait des questions dès le début. Il s'est avéré que, quelques années après la disparition de Laurel, un jeune homme nommé Bill s'est présenté à la police. Il a rapporté sa connaissance de Fred Bundy, un homme sans domicile fixe, sans travail ni éducation. Bill a mentionné son agression incontrôlée et ses problèmes d'alcool. Lors d'une rencontre commune, Fred a partagé une histoire troublante sur la façon dont lui et son ami John ont arrêté une jeune femme inconnue dans la rue. Selon les mots de Fred, ils l'ont fait sans raison, juste comme ça. Quand la jeune femme a essayé de partir, Fred a perdu le contrôle. Il a continué ses actions même après qu'elle ait perdu conscience. Fred a avoué qu'il avait complètement perdu le contrôle de lui-même. Ils ont sorti la jeune femme de la ville avec son accompagnateur et ont éliminé toutes les traces de l'incident dans la rivière. À ce moment-là, le témoignage de Bill n'a pas suscité de réaction sérieuse. Il ne connaissait pas le nom de la jeune femme et ses paroles ne pouvaient pas être vérifiées. Plus tard, les déclarations ont été ajoutées au dossier de Laurel, mais l'enquête n'a pas progressé en raison du manque de preuves confirmatives. En examinant les documents, les enquêteurs ont découvert un lien. Le John Lehman mentionné, l'accompagnateur de Fred, était le même homme qui avait avoué à Renée. Il fallait maintenant collecter des échantillons génétiques des principaux suspects pour comparaison. Jusqu'à l'année 2019, la technologie avait considérablement progressé. Cependant, il n'y avait aucune information, ni de John, ni de Fred, jusque-là. Les enquêteurs ont eu accès à des équipements modernes qui pouvaient analyser même des traces microscopiques de matériel biologique. En l'année 2019, le réexamen de toutes les preuves a commencé. Vêtements, chaussures,
objets personnels et bijoux de Laurel. Malgré la technologie la plus récente, le processus a duré presque 1 an. En février 2020, l'enquête a connu une avancée majeure. Lors d'un nouvel examen des vêtements de Laurel, les criminologues ont découvert des traces microscopiques qui étaient passées inaperçues pendant des décennies. Les enquêteurs disposaient de matériaux de comparaison. Les échantillons de Fred étaient stockés dans les bases de données en raison de ces délits antérieurs. La première comparaison n'a montré qu'une correspondance de 80%, insuffisante pour des conclusions définitives. Cependant, après plusieurs analyses répétées avec de nouvelles méthodes, les experts ont obtenu une correspondance presque complète avec les échantillons de Fred. En 2023, la police a décidé d'arrêter Fred Bandy et son ami John Lehman. Selon les forces de l'ordre, Fred avait 3 cas antérieurs de comportements inappropriés envers des jeunes femmes. Pour tous ces épisodes, il n'a reçu qu'une courte peine de prison. Lors de l'interrogatoire, Fred a avoué sa participation à la disparition de Laurel et a mentionné qu'il avait agi avec John, qui possédait une voiture rouge en 1975. Il a tenté de rejeter la responsabilité principale sur son ami, mais n'a pas pu expliquer pourquoi seules ses traces ont été trouvées sur les affaires de la jeune femme. Les 2 hommes ont été arrêtés presque 48 ans après l'incident. Les proches de Laurel ont exprimé leur amertume que ces personnes aient mené une vie normale pendant des décennies, tandis que la police tentait sans succès de les retrouver. Les détenus ont commencé à s'accuser mutuellement. Fred a désigné John comme le principal coupable, tandis que John a affirmé que Fred avait commis les actes illégaux contre Laurel. John a nié sa participation directe et a expliqué son silence de plusieurs années par la peur de son ami. Les défenseurs ont activement invoqué la prescription des événements et ont tenté de contester les preuves de l'accusation. Les avocats ont utilisé des méthodes de défense standards pour atténuer la culpabilité de leurs clients. Cependant, leur réputation antérieure a considérablement compliqué cette tâche. Après avoir examiné tous les arguments, le jury s'est retiré pour délibérer. Après 1 heure, ils ont annoncé leur verdict. Fred Bandy, 69 ans, a été reconnu coupable du chef d'accusation le plus grave. Lors des procédures judiciaires finales, Fred a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Il est remarquable que l'affaire ait été jugée selon les lois de 1975, quand il n'y avait que 2 options de peine, la perpétuité avec droit à la libération conditionnelle ou la peine maximale. Plus tard, la peine capitale a été abolie dans l'État, donc Fred est allé en prison jusqu'à la fin de ses jours. Le public a vivement débattu de la justice de la sentence, beaucoup la considérant trop clémente compte tenu de la gravité du crime. Un autre impliqué dans l'affaire, John Lehman, 68 ans, d'Auburn, État d'Indiana, a pris une voie différente. Il a conclu un accord avec les enquêteurs et a avoué sa complicité. En échange de sa coopération, John n'a reçu que 8 ans de prison. Contrairement à l'accusé principal, il avait la chance d'être libéré un jour. Selon les termes de l'accord, John a dû témoigner contre son complice au tribunal. Après le verdict, la sœur de Laurel, âgée de 62 ans, a organisé une cérémonie symbolique. Elle a fait s'envoler des ballons portant l'inscription « Nous l'avons attrapé ». Ainsi, la famille a célébré le triomphe tant attendu de la justice. Malheureusement, les 2 participants ont pu vivre une longue vie en liberté pendant les décennies passées, tandis que cette possibilité a été enlevée de la manière la plus absurde à la jeune femme de 17 ans.